Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Game of Thrones, la série culte de HBO. Après avoir parlé de l'univers du Trône de Fer, du phénomène Game of Thrones au-delà du petit écran et des personnes grâce à qui cette série a pu voir le jour, on se tourne vers l'avenir. Pour ce dernier épisode, Game of Thrones, c'est fini et le final controversé, on va en parler. Mais maintenant que c'est terminé, qu'est-ce qui attend les fans pour les prochaines années ? À mes côtés, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Le tout dernier épisode de Game of Thrones a fait polémique, donc, à tel point que les fans y sont allés de leur pétition demandant à la chaîne HBO de refaire la saison 8. Rien que ça, pétition qui est rapidement devenue virale. Elle a recueilli pas moins de 1,6 million de signatures. Bon, la réponse du directeur de HBO, Casey Bloys, est claire et nette. No way, il n'y a pas moyen, on ne retournera pas. Il a toutefois ajouté que la pétition était positive et montrait beaucoup d'enthousiasme et de passion pour la série. Vous en pensez quoi ? Une bonne chose, une mauvaise chose ? De faire une pétition pour demander à ce qu'on réécrive en fait une partie de l'histoire qui appartient au créateur, non, c'est pas une bonne chose pour moi. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est marrant parce que c'est, je pense, la dérive de ce qu'on discutait dans un des épisodes quand on parlait de la façon dont les réseaux sociaux finalement imprègnent sont connectés à la fabrication de la série. En fait, en tout cas pas à la fabrication, mais à la réception de la série. Et du coup, en fait, justement, j'ai fait ce lapsus en fait sans le faire exprès, mais c'est vrai que c'est un lapsus parce que qui est assez révélateur parce que finalement, en fait, justement, le fait d'avoir ce sentiment que la série appartient en fait au spectateur, c'est quelque chose qui est énormément pris en compte par pas mal d'autres créations. Et je trouve ça plutôt positif que justement en fait chez HBO ils ne le prennent pas en compte et qu'ils se disent pas tiens on a peur de se mettre les fans à dos, donc en fait on va re-shooter au cas où, on va retcon, on va je sais pas, peu importe en fait ce qu'on a créé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, c'est le mal en fait qu'on voit en fait chez les studios américains, chez par exemple Marvel ou chez DC en fait, qui justement en fait prennent un peu trop en compte ce que les fans disent pour pouvoir en fait réorienter ce qu'ils veulent raconter dans leurs futurs épisodes. Et là justement non, il fallait arriver en fait à l'idée qu'on termine quelque chose, que c'est quelque chose qui a été personne s'est posé la question en fait avant justement les réseaux sociaux de savoir s'il fallait réécrire en fait avec des espèces de logiques de fans des fictions quoi, si tu veux, juste parce que ça leur convient pas, parce qu'ils aiment tel perso ou tel perso, et ça devient presque de l'écriture. C'est quand même un mal l'écriture par comité, si tu veux, dans les trucs de télé, les trucs d'Hollywood ou les trucs comme ça. Donc si en plus en fait on doit commencer à prendre en compte ce que les fans disent en fait absolument pour donner une version qui contentera finalement personne, c'est absurde et certainement pas réfléchi en fait. Finalement, si on laissait les auditeurs, les spectateurs réécrire l'histoire, peut-être que Ned Stark ne serait pas mort, mais peut-être que du coup la série n'aurait pas connu le succès qu'elle a connu. Oui, c'est ça, c'est surprenez-nous, mais en même temps faites ce qu'on attend de vous. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a un bouquin de Stephen King qui a été adapté en film qui s'appelle Misery, dans lequel une jeune femme héberge chez elle son écrivain favori qui écrit sa série favorite et qui est sur le dernier volume, et en fait il décide de terminer cette histoire d'une façon qui ne lui plaît pas, et du coup elle lui casse les jambes. Donc moi ça m'avait rappelé ça, cette pétition, ce rapport maladif en fait à la fiction, parce qu'on y a projeté toutes
toutes ces angoisses. C'est pas les fans de Game of Thrones, et c'est évidemment une partie du public. Donc c'est la partie, on va dire, bruyante, qui est beaucoup investie sur les réseaux sociaux. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses effectivement à dire sur la tournure qu'ont pris les événements sur les 2 dernières saisons, puisqu'effectivement il y avait une grosse difficulté qui était de s'éloigner de plus en plus de l'œuvre source, on va dire, du source matériel, puisque donc chacun écrit dans son coin. George Martin lui, il est parti dans sa direction, et les auteurs de la série sont partis dans la leur. Et ils travaillent sans filet à partir de là. À partir de la moitié de la saison 6, ils ont rattrapé Martin. Et ils avaient dit que eux, ils avaient donné à Martin leur opinion sur là où ça devait logiquement se terminer, et que Martin leur avait juste répondu par un sourire malicieux, ce qui veut tout dire, en fait, et rien, en fait, à la fois. Donc, ils avançaient quand même à l'aveugle. Ce qui est vrai, par contre, c'est que dès la saison 7, une partie des spectateurs commençaient à voir ce qui pouvait être considéré comme un défaut d'écriture, qui était absent des saisons précédentes, défaut d'écriture qui rendait les personnages soit prévisibles, soit incohérents, qui étaient 2 choses qui étaient totalement absentes de la saga jusque-là. Et ça, c'est dû au principe même d'écriture, puisque Martin, c'est quelqu'un qui développe ses récits en se laissant guider par les personnages qu'il a créés. C'est-à-dire, c'est la psychologie des personnages qui lui dit là, il va faire ci, il va faire ça. C'est pas c'est pas moi l'écrivain qui ai pouvoir sur lui. En fait. C'est le personnage qui décide pour lui. Voilà. De temps en temps, je vais jouer à Dieu et mettre sur son chemin tel ou tel événement, mais finalement, sa réaction, elle ne lui appartient qu'à lui. Du coup, le personnage peut surprendre son créateur ou aller dans une direction que le créateur n'aurait pas forcément souhaité. Sauf que là, quand il s'agit de terminer la série, d'aller vers un arc final, t'es obligé d'avoir un but à atteindre. Et donc, du coup, t'es obligé de dire à tes personnages, maintenant, vous allez tous travailler pour aller dans cette direction-là. Il faut converger, il faut refermer toutes les portes qui ont été ouvertes. Exactement, voilà. Et tu ne leur laisses plus cette respiration et cette liberté. Ces personnages avaient pris l'habitude de nous surprendre précisément parce que ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et tout d'un coup, ils font plus ce qu'ils veulent, ils suivent les événements. Et il y a un côté mécanique qui s'est mis en place à la fin de la saison 7, qui a explosé avec la saison 8, puisque donc il fallait arriver sur un point de conclusion. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les saisons sont écrites bien à l'avance, elles sont bouclées, et quand je dis bouclées, c'est bouclé cadenassé, parce que chaque décision entraîne des coûts phénoménaux sur un tournage, donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Les fans sur Twitter ne se poseront jamais autant de questions sur un personnage, une scène ou un récit que les auteurs ne s'en sont posés, eux, auparavant. On sait qu'ils se sont pris la tête comme des malades sur cette saison 8, et ils ont fait au mieux. Donc ça peut paraître catastrophique pour celui qui consomme. Faut se dire qu'ils ont eu, par rapport au temps que George Martin a mis pour écrire les derniers tomes, et il a toujours pas fini. Eux n'ont eu que 2 ans. Tout à fait. Et c'est évident en connaissance en général les scénaristes en général, mais c'est ceux-là aussi en particulier qu'ils ont dû chier de l'encre, quoi, tellement c'était douloureux comme processus. Et c'est d'ailleurs, ils n'ont pas pu s'empêcher d'une certaine façon de commenter eux-mêmes leurs décisions dans le récit lui-même, puisque donc on a les personnages de Tyrion Lannister et de Jon Snow. Et de Jon Snow, merci. Qui à un moment donné se pose la question de savoir s'ils ont pris la bonne décision ou pas. Et Tyrion de lui dire, je ne sais pas, reposez-moi la question dans 10 ans. Ça, c'est pour moi, les scénaristes sont littéralement en train de dire aux spectateurs, un an, pas un an, 1 an et demi ou 2 ans à l'avance, ils vont mal réagir. Là, on a été obligé de faire un choix qui est crucial. Il ne pourra pas être accepté comme étant parfaitement satisfaisant. Il va y avoir des réactions. Désolé, on n'a peut-être pas pris la bonne décision. Mais prenez le temps peut-être de laisser du temps au temps. C'est-à-dire, revenez sur la série dans 10 ans et dites-vous s'il y avait finalement une autre façon de conclure. Oui, finalement, est-ce qu'il y aurait eu mieux? Est-ce qu'une autre fin n'aurait pas reçu un accueil encore pire?
Tout à fait, ouais. Donc moi je pense que la fin qui effectivement devient un petit peu méta, puisque on peut le dire aujourd'hui, les gens ont vu la série, la fin se pose la question du sens du récit. En fait, les personnages commencent eux-mêmes à se questionner sur la valeur et le sens du récit. Moi je la trouve logique par rapport à tout ce par quoi on est passé. On le disait, je crois, dans le premier épisode, que la source d'inspiration télévisuelle, c'était la série Deadwood que HBO avait produite et qui était déjà une série qui se posait des questions sur le genre qu'elle traitait, en l'occurrence le western, en le déconstruisant, donc du coup en faisant entre guillemets un discours méta dessus. Et il y a eu cet effort de fait dans Game of Thrones autour de la fantaisie en fait et de ces codes considérés comme inamovibles, mais qu'on a largement bougé dans ces saisons-là, en jouant justement sur les attentes des spectateurs par rapport à ce qu'ils connaissaient de l'heroic fantasy, en le prenant régulièrement un petit peu à rebours. Donc arriver à la fin en se disant finalement nos personnages vont se poser les mêmes questions que nous scénaristes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire quoi de raconter une histoire, ça me semblait logique. Ce qui restera problématique, je pense, c'est effectivement les actes plus ou moins incohérents de certains personnages qui vont dans une direction qui aurait pu être acceptée. On peut accepter que Daenerys devienne un psychopathe en puissance. Moi, ça m'a pas en soi choqué qu'elle devienne un Mussolini, Hitler. Ça a du sens par rapport à l'histoire du reste de sa famille, finalement. Tout à fait. Son père est devenu fou, son frère est devenu fou. Bon. Et par rapport au sens de l'histoire avec un grand H, parce que les grands libérateurs font aussi les meilleurs dictateurs. Donc il n'y avait pas tellement d'illogisme par rapport à ça. C'est juste que au niveau psychologique, dans la façon avec laquelle les personnages nous habituent à réagir, tout d'un coup, ça semblait sortir de nulle part. Bon. Moi, c'est un peu le problème que j'ai, si je me permets une note personnelle en fait sur la réception de la série, enfin de la dernière saison. Plus que le dernier épisode, vraiment la dernière saison, en fait, c'est une question, c'est pas tant les problématiques en fait de fonctionnement des personnages et ce que les showrunners décident d'en faire qui m'a posé problème, plutôt que des problématiques finalement de ton qui me semblaient un peu sortir justement des habitudes en fait de la série, quoi. Je sais que par exemple, on a pas mal parlé dans les précédents épisodes du sexe et de la violence en fait et la façon dont c'était géré, mais en fait j'ai l'impression que quelque part ça s'est perdu en cours de route, peut-être à cause, je sais pas, du succès phénoménal de la série et que du coup il y avait peut-être moins d'intérêt à partir dans cette direction-là ou en tout cas à essayer de titiller, on va dire, les spectateurs. Mais je sais que par exemple un personnage qui est quand même assez délectable dans son côté perfide en fait, comme Littlefinger, je trouve que en fait ça la façon dont il s'en débarrasse, c'est assez triste en fait, quelque part, c'est assez facile en fait. Il le jette à la poubelle. Mais non, mais littéralement. Et puis avec cette espèce de logique de en fait il faut qu'il fasse une dernière entourloupe qui lui retombe sur la gueule, alors qu'en fait t'as envie de dire mais il y a 7 saisons auparavant, en fait vous n'aviez pas besoin qu'il fasse cette entourloupe là, il suffisait que ça le rattrape quelque part, tu vois. Et du coup en fait je rejoins ce que dit Rafik sur ce besoin des fois de plutôt que de laisser en fait le récit finalement se dérouler, revenir un petit peu à des alors Daenerys elle devient tarée parce qu'en fait on tue sa servante, tu vois, ou son allié, quoi. Lui en fait il a essayé de mettre les deux sœurs, Littlefinger il a essayé de se mettre les deux sœurs à dos, hop en fait elle s'associe, elle le fume, quoi. Donc en fait c'est des trucs où tu te dis mais en fait ces persos ils existent depuis 10 ans maintenant. On a investi, on n'a pas besoin en fait d'une dernière pirouette scénaristique en fait pour avancer, et du coup en fait ces problématiques de ton en fait c'est que t'as l'impression qu'il y a ce besoin de surcouvrir en fait le terrain narratif en fait qui était pas forcément à mon sens nécessaire, parce que finalement quand t'arrives à bout de, je pense qu'il y a rares sont les spectateurs qui vont regarder la 8e saison sans avoir vu les précédentes. Donc en fait c'était assez étonnant en fait de voir deux showrunners et deux vrais, à mon avis, deux bons narrateurs des fois se prendre un peu le pied dans des erreurs pas de débutants mais de facilité, voilà. C'est ça qui m'a plus étonné, quoi. Et puis je dirais que pour il y a quand même une petite déception, je trouve, dans le ton, enfin vraiment même ne serait-ce que la séquence finale, c'est-à-dire vraiment le côté Game of Thrones, c'est pas une série comme les autres,
C'est pas, ça raconte pas une histoire comme les autres, même si en fait ça s'appuie sur des récits et des tropes connus. Le ton, la façon d'aborder les choses en fait était différente, et du coup je trouve que terminer sur un truc aussi bateau presque en fait c'était quelque part ouais, je sais pas, c'était en tout cas émotionnellement c'était un peu décevant. Mais après voilà, enfin je veux dire, je pense malgré tout que ça reste une saison effectivement relativement cohérente par rapport à comment dire, à Game of Thrones, c'est ce que ça raconte, et moi je sens pas effectivement de manque particulier, ou j'ai pas l'impression d'être en dehors de ce que ça racontait jusque-là en fait, et de voir des persos qui sont pas cohérents avec eux-mêmes quoi. C'est juste que des fois en fait c'est les marches pour arriver jusque-là qui sont un peu comment dire, faibles quoi. De mon côté, finalement, quand j'y réfléchis, c'est pas tant un manque de cohérence ou même la fin qui m'ont gêné. C'est quelque chose que j'ai ressenti autant sur la 7e que sur la 8e saison, et dont on a parlé surtout au moment de la 7e. C'est ce changement de rythme, parce qu'on était sur une temporalité très très lente dans les premières saisons, tant qu'on suivait en fait les romans de Martin, et d'un coup tout s'accélère, et il y a un côté assez plaisant de voir certaines des intrigues, certains des arcs narratifs avancer, alors que ça fait des semaines et des semaines qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Donc ça a ce côté beaucoup d'informations, et en même temps ça fait beaucoup d'informations à traiter ensuite, et il y a un espèce d'embouteillage. Mais ça ressemble aussi à des facilités effectivement. Le sens par exemple de le rétrécissement de la géographie dans la 7e saison était quand même effectivement problématique. On a comment dire, des voyages qui se font sur plusieurs épisodes, parce que on est dans un truc médiéval où il faut aller d'une ville à une autre, et ça prend du temps. On n'a pas de TGV. Voilà, et tout d'un coup on a des dragons qui te permettent en un seul épisode de faire 2 allers-retours d'un bout à l'autre. Quand un spectateur parce que le spectateur de fantasy, il s'approprie l'univers, et comment dire, c'est très très important pour lui que cet univers garde sa cohérence. Tu changes pas les règles de l'univers en plein milieu. Ça c'est une règle fondamentale. Tout d'un coup tu décides pas que telle magie provoque autre chose que ce qu'elle a toujours provoqué quoi. Donc s'il faut autant de temps pour aller au mur, on peut même avec un dragon il faudrait faire un vrai calcul de nerd pour savoir combien de temps le dragon doit mettre pour aller à tel endroit. Bon, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait. Certainement. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont plaints du fait que c'était pas très cohérent quoi. Mais après moi j'ai envie de dire par rapport à ça, ce qui est terrible c'est que c'est pareil, c'est des problématiques de narration, parce que tu pourrais croire que quelque part en fait ils peuvent éventuellement créer ce qu'on appelle l'ellipse quoi, narrative en fait, tout bêtement, et en fait arriver à fonctionner avec ce genre de logique là, mais ils le font pas. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est-à-dire que cet aspect moi je suis d'accord avec toi en fait sur cet aspect précipité, c'est-à-dire que d'un seul coup c'est pas tant en fait, c'est que moi par exemple sur la façon de déblayer des personnages en fait on sait que c'est un jeu de massacre, Game of Thrones, on le sait, ça fait partie de l'ADN de la série, mais justement en fait là d'un seul coup c'est des massacres qui restent plus vraiment. Donc du coup tu te dis bon voilà, alors effectivement tu vas te retrouver avec The Hound et comment il s'appelle, la montagne là, enfin le limier, la montagne je crois que c'est ça, en fait qui vont finir par résoudre leurs problématiques, voilà c'est ça, mais pour un truc comme ça où tu te dis fallait bien que ça arrive si tu veux, et que tu te demandes comment ils vont parce qu'il faut bien que la montagne elle paye aussi pour ce qu'elle a fait quoi depuis le début, pour un truc comme ça qui est à peu près cohérent on va dire, et qu'on n'a pas besoin de remettre en avant, effectivement il y a des massacres, des trucs en fait qui sont expédiés, et puis surtout en fait ce qui est expédié c'est pas tant la façon dont on va tuer comment dire les gens, les personnages, c'est aussi la façon dont on oublie finalement en fait de leur rendre comment dire l'hommage que les autres personnages ont eu quelque part, c'est-à-dire avec le temps, c'est-à-dire tout simplement avec le sentiment de deuil dont je parlais dans un des épisodes, c'est-à-dire vraiment ce truc de se dire ce perso il a tenu pour moi, il a compté, puis là d'un seul coup sa mort elle est expédiée certes, mais en fait j'en entends plus parler pendant 2-3 épisodes derrière, parce qu'en fait il faut vraiment boucler tous les arcs narratifs quoi. Ouais, là où en plus on s'est habitué à des morts qui nous marquent justement parce que on nous enlève des personnages auxquels on s'est attaché, et là finalement plus ça va, moins ça nous touche. Voilà. Et il y a eu en fait quelque part trois temps de la façon de gérer son public sur la série Game of Thrones, puisque on peut considérer que les 2 premières saisons sont des saisons qui tentent de séduire un public, c'est-à-dire qu'on en avait un qui était déjà conquis, qui était le public
qui connaissaient soit les bouquins, soit la fantasy. Et donc, tout le jeu était de les séduire les autres, ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre-là. Donc, on fait des efforts dans cette direction. On shakespeareise à mort cette intrigue pour montrer que, tu vois, il y a de la matière, il y a des personnages, il y a des enjeux, etc. Ensuite, on arrive au deuxième temps qui est de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'on a conquis ce nouveau public-là, qui tout d'un coup s'est dit, ah ouais, finalement, c'est cool, ça me plaît. Mais on est en train de rendre impatient l'autre, c'est-à-dire ceux qui étaient à fond dans la fantaisie se disent bon, dis donc, ils vont servir à quelque chose. Les dragons, un jour, ça pendant 2 saisons, c'était le truc récurrent chez les nerds, c'était qu'est-ce qu'ils foutent avec les dragons, je veux des dragons, quoi. Moi, je sais que il y a une saison, je crois que c'est la 5e, où j'ai failli m'arrêter parce que j'en avais marre des intrigues de palais et de couloirs. Et qu'effectivement j'avais la sensation de me retaper Dallas ou Dynasty, voilà. Et j'ai dit bon là après cet épisode j'arrête. Et en plein milieu de l'épisode ils font un hommage merveilleux à Jason et les Argonautes avec le groupe d'enfants là qui se fait attaquer par des morts qui sortent de la glace et ils te refont toute la scène des squelettes de Jason et les Argonautes version 2010 quoi. J'étais aux anges et je me dis ah les salauds ils m'ont eu quoi. Là, ça faisait 3 épisodes qu'ils étaient en train de me perdre et ils ont dû se dire on est en train de perdre les geeks originaux, là va falloir quand même s'occuper d'eux. Et hop, en une scène c'est fait, me voici reparti pour une saison complète. Et on arrive finalement à la 7e où finalement tout le monde est sur le même bateau, voilà, les nerds et les non-nerds, et ils aiment la série pour les mêmes raisons. Mais maintenant, il va falloir conclure. Et on ne peut satisfaire personne. Oui. Et là, la question, hein, parce qu'on entend toujours les personnes qui sont pas contentes, celles qui se plaignent, qui ont été déçues par la fin. Mais combien ils sont ceux qui ont apprécié, qui ont bien aimé? Je suis pas sûre qu'on en entende beaucoup parler. Et finalement, qui a aimé, qui n'a pas aimé? Est-ce que c'est les geeks, les fans de la série de la première heure qui ont été les plus déçus? Est-ce que c'est au contraire ceux qui sont arrivés plus tard? Je pense qu'il y a une problématique de toute façon qui se pose avec l'investissement personnel de chacun, c'est-à-dire que en fait quand tu passes 10 ans à suivre des personnages, oui, tu peux pas être totalement satisfait si tu te fais tes films en fait, tu te fais tes théories, tu vois il y a plein de théories de fans en fait qui sont sorties. Mais je pense que le problématique de ces théories de fans, c'est que si elles étaient vraiment mises en pratique telles que ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire que d'autres créateurs se décident de le faire en fait. En gros, ça serait décevant parce que ça serait ce qui est attendu. Et comme c'est des théories qui sont, parce que c'est un énorme succès, donc encore une fois, Game of Thrones, donc c'est des théories qui sont relayées. C'est-à-dire, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi tous les sites culturels, tous les médias culturels qui en parlent, qui disent tiens, tel fan a élaboré telle théorie, etc., etc. Ça a buzzé sur Internet, donc on en parle. Donc on a forcément accès à ces théories facilement. Et d'un seul coup, ces théories-là, en fait, si elles arrivent 3 ou 4 ans avant la fin de Game of Thrones, et que tu l'as en tête et que tu dis putain, ils ont fini par faire ça, là aussi t'es déçu, je pense. C'est-à-dire que, moi je sais que je me dis c'est ce que les gens ont annoncé, voilà. Le truc par contre, si tu veux, je pense qui est assez intéressant, c'est que comment ça s'appelle Game of Thrones à la base? Le titre original, c'est A Song of Fire and Ice. Et en fait, c'est qui le feu et c'est qui la glace en fait dans Game of Thrones quoi. Et donc en gros, ça concerne qui exactement? Donc Jon Snow et Daenerys. Donc forcément, en fait, on savait que ça allait se terminer sur cet axe-là, en fait. Et je pense que ça, c'est, on sait pas où va aller Martin, en fait, avec les romans, mais il y a quand même des chances que ça soit quand même ce qu'il avait déjà en tête depuis le début, c'est-à-dire en fait une confrontation entre le feu et la glace, quoi, puisque c'est le titre de sa création, quoi. Mais ça, on va le voir et on va en parler dans quelques instants. Mais à propos des mécontents, du fait de cette fée des films sur la série, les fans ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Même les membres du casting principal ont eu, pour certains, des espoirs déçus. D'autres en sont sortis ravis. Alors, j'avais envie, pour conclure, de vous faire un petit quiz, justement. Est-ce que vous saurez retrouver qui a dit quoi? Qui a dit « J'ai presque voulu donner à cette pétition », on parle de la pétition contre HBO, qui demandait le retournage de la saison 8, j'ai presque voulu donner une chance à cette pétition pour qu'HBO dise « Vous avez raison, tellement de gens veulent une autre fin, on va la faire ». Qui a dit ça? Emilia Clarke.
Non, Kit Harington, parce qu'il sait qu'il a aucun avenir au cinéma et qu'il a besoin de refaire une saison télévisuelle. Eh bien, ni l'un ni l'autre, c'était Nicolas Coster-Waldau, l'acteur qui joue Jaime Lannister. Alors, acteur assez versatile dans son avis, puisqu'il a aussi déclaré « J'ai écrit aux auteurs quand j'ai fini de lire le scénario, je leur ai juste dit qu'ils n'auraient pas pu finir cette histoire d'une aussi bonne façon. » Mais c'est un gentil, lui, en fait, ça se voit, tu vois. Et il a aussi dit... Où il retourne sa veste. Il a aussi dit « J'ai joué dans Gods of Egypt, donc je sais ce que c'est qu'un chef-d'œuvre. » Autre citation qui a dit « Je me souviens de ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le script pour la première fois et j'ai essayé à chaque instant de ne pas trop penser à ce que les gens pourraient en dire. » Ça peut être... parce que... On n'a pas parlé du documentaire. Si, Stéphane en avait parlé dans l'épisode. Non, je voulais en dire deux mots justement juste après ce quiz-là. Parce qu'on a Kit Harington qui a une réaction très touchante lorsqu'il découvre en fait ce qu'il advient de son personnage. Il se met à pleurer. Ouais. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Mais là, en l'occurrence, c'est pas lui. D'accord. Mais c'est quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure. Emilia Clarke, alors. Ouais, c'est Emilia Clarke, qui effectivement, manifestement, n'a pas très bien vécu l'image qu'elle laisserait avec Daenerys, qui termine de façon très très négative. Mais ça c'est très drôle, moi je trouve, parce que en fait, enfin pas la réaction d'Emilia Clarke, mais en fait Daenerys c'est quand même devenu un nom, donc que tu te retrouves avec des gens qui ont appelé leur enfant Daenerys, etc., et à cause justement de leur attachement à Game of Thrones, et qui d'un seul coup découvrent que c'est comme si ils appelaient leur enfant Adolphe ou Benito. Mais là aussi on revient sur la question finalement de savoir. Est-ce qu'on accepte qu'une série joue avec les codes du genre? Parce que basiquement, il y a des archétypes dans la fantasy, comme il y en a de toute façon dans les récits en général. Et on a, au niveau des personnages féminins, on a deux personnages très forts, très identifiés dans Game of Thrones, qui sont Cersei et Daenerys, et qui sont en réalité des torsions d'archétypes mythologiques. Cersei, basiquement c'est la tentatrice, donc qui parfois on l'appelle la reine de glace aussi. Donc elle représente la froideur, la mort, etc. Et en même temps, ils en font un personnage qui paradoxalement est incroyablement attachée à ses enfants. C'est-à-dire, elle respecte la vie quand il s'agit de sa progéniture au plus haut point, et en même temps, elle est capable de tuer tous les enfants de tous les autres, quoi. Et ça en rend ce personnage surprenant. De l'autre côté, on a Daenerys, qui elle est presque une figure maternelle. Tout le monde la suit, tout le monde a envie d'être porté dans son ventre, quoi, d'une certaine façon, pendant toute la saison, qui se révèle donc être un génocidaire en puissance, et là aussi c'est une torsion d'archétype. Donc à quel moment le public ne s'est pas rendu compte que cette série est jouée avec tout ça en fait depuis le début, et qu'elle allait le faire jusqu'au bout. Et puis est-ce qu'on va vraiment retenir ça de la part enfin je veux dire, bon, c'est des actes forts dans la dernière saison, mais est-ce que c'est ce que tu retiens vraiment quand t'as passé autant de temps avec le personnage? Oui, mais c'est ça le truc. C'est justement le personnage qu'elle a incarné pendant 8 ans. C'est normal à un moment qu'elle se dise je pars sur quelque chose de tellement négatif, alors que justement j'aurais pu finir tellement mieux que ça. Que elle se dise ça, c'est une chose, mais que les spectateurs en fait le retiennent spécifiquement ça sur un épisode par rapport à tout ce qu'elle peut faire dans le reste, c'est là où c'est plus étonnant. Elle en parle avec son prisme. Dernière phrase, dernière citation, un autre comédien à propos de la fin de son personnage, et qui a dit oui, j'étais content, mais j'aurais bien aimé mourir en fait, et être dans une bonne scène de mort avec une tête qui explose ou quelque chose comme ça. Je sais pas, mais c'est un mec bien. Je l'aime bien. Et ben ce mec, c'est Isaac Hempstead Wright qui joue Bran, qui effectivement ne finit pas avec la tête qui explose. Hein. Le pauvre, il a dû attendre pendant des heures sur sa chaise roulante. Là. Non, c'est vrai en plus. Ouais. On le voit dans le making of lorsqu'il tourne la scène avec le roi de glace là. T'as toute la baston entre Arya et le roi, et lui il est à côté. Et tu dis, il a passé toute la nuit dans le froid, c'est assis dans sa chaise. Il attend que ça se passe. Bon, si vous voulez en savoir encore plus sur les coulisses de cette dernière saison, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous recommande vivement le documentaire The Last Watch, disponible sur OCS ou sur Orange.
qui est vraiment chouette et qui a la bonne idée de s'intéresser aux petits, en fait. C'est-à-dire que c'est un documentaire qui est raconté à travers des gens auxquels on ne s'intéresse pas généralement. Un figurant, la nana qui prépare les sandwichs, les costumiers, les costumières. Voilà. Et en fait, on voit le tournage à travers leur expérience et c'est assez touchant, en fait. On voit la personne en charge de la logistique du garage des camions. Elle est mortelle. Qui, à la fin, ça y est, c'est les derniers camions qu'on a garés. Ouais, et puis surtout, c'est elle qui fait que le documentaire est classé R parce qu'il n'y a pas une seule phrase sans fuck dedans quand elle parle. Donc, si vous voulez en poursuivre un petit peu, faire durer le plaisir, vous pouvez regarder le documentaire The Last Watch. Et puis, un dernier mot pour terminer sur HBO, parce que Game of Thrones, c'est fini, mais la chaîne existe toujours. Alors, une page se tourne, évidemment. C'est un nouveau chapitre qui a commencé pour la société en 2019, d'autant plus que, en même temps que la série s'est terminée, son CEO, Richard Pepler, a quitté le navire. C'est lui qui avait donné sa chance à la série au tout départ et qui les a soutenus au long des 8 saisons. Et donc, ça y est, il a quitté la chaîne. Du côté des audiences, malheureusement, elle n'est plus au rendez-vous. D'après Variety, sans Game of Thrones, HBO aurait perdu plus de la moitié de son public adulte des 18-49 ans. Pour ceux qui suivaient à la télévision en direct sur l'audience linéaire. Plus de la moitié ont disparu en 2020. Mais ce n'est pas fini pour autant puisque HBO compte beaucoup sur HBO Max, sa plateforme de streaming, pour relancer son activité. D'ailleurs, elle a confirmé que le service diffuserait en exclusivité les films de Warner Bros cette année. Ouais, ça fait partie peut-être aussi des petites problématiques entre HBO et HBO Max, c'est que apparemment ils sont pas très clairs sur les abonnements et ce à quoi tu as le droit en fait suivant. Voilà, je pense que ça aussi crée un souci, mais c'est évident qu'ils ont besoin d'un successeur à Game of Thrones dans l'absolu, de la même manière que par exemple en fait aussi étrange que ça puisse paraître, il va y avoir en fait une préquelle des Sopranos en film mais oui, donc oui, je vois que tu croyais que j'allais parler d'autre chose, mais non, donc en fait s'il y a une préquelle, j'ai envie de dire, s'il y a une préquelle des Sopranos qui arrive donc 15 ans après la fin de la série. La fin controversée, pour changer. La fin controversée de la série. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une préquelle à Game of Thrones, n'est-ce pas ? Effectivement, alors c'est parfait, tu me déroules le tapis rouge. Il n'y a pas un, mais 2 spin-offs. À vrai dire, il y a eu un premier spin-off qui a été annoncé en juin 2018, qui devait s'appeler The Long Night. La commande avait été validée pour un pilote, et puis finalement, en octobre 2019, la chaîne révèle que la série ne sortira pas. Les dirigeants n'ont pas approuvé le pilote de cette fiction préquelle. Et un nouveau spin-off a été mis en développement, qui s'appelle House of the Dragon. Aux dernières nouvelles, donc c'est l'adaptation du roman Feu et Sang de George R. Martin. On repart sur des bases solides. L'ouvrage qui d'ailleurs n'est pas un roman, à proprement parler, c'est plutôt une chronique historique des événements qui se sont passés pendant le règne de la famille Targaryen. Donc ça se déroule environ 300 ans avant les événements de Game of Thrones. On ne retrouve donc pas les mêmes personnages, évidemment, mais en revanche, on retrouve les lieux, les royaumes, certaines références qui seront forcément familières à beaucoup de spectateurs. La série a été annoncée en octobre 2019. Un des showrunners annoncé serait Miguel Sapochnik, qui a réalisé quelques-uns des meilleurs épisodes de la série actuelle. Oui, notamment sur la saison 8. Mais il faut quand même noter que c'était surtout David Nutter, qui était entre guillemets le réalisateur en chef, mais qui a dû s'absenter sur 3 saisons parce qu'il avait des problèmes de dos qui ont nécessité une opération assez lourde. Mmh. Là, en l'occurrence, donc c'est Sapochnik, mais il y a 3 autres réalisateurs qui ont été annoncés. Et puis on en sait un petit peu plus sur le cast. Alors je ne sais pas si ces noms vous parleront beaucoup. Il y a quand même l'acteur britannique Matt Smith, qu'on connaît pour ses rôles dans Doctor Who et The Crown, qui jouera le rôle principal de la série. Il incarnera le prince Daemon Targaryen. Son frère, le roi Viserys, sera interprété par Paddy Considine, qui avait fait une apparition remarquée dans Peaky Blinders. Dans le rôle de je vais écorcher son nom, de Rhaenyra Targaryen, la fille aînée du roi Viserys, HBO a casté Emma Darcy.
Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et enfin, Olivia Cooke, qui a été révélée par son rôle dans Ready Player One, interprétera Alicent Hightower, la fille de la main du roi Viserys. C'est à nouveau Ramin Djawadi qui va composer la musique. Je sens que tu es ravi, Rafik. Le tournage devrait débuter en avril de cette année, avril 2021, comme par hasard, 10 ans après le lancement de la série. Ouais, parce que c'est vrai que mine de rien, en fait, les 10 ans de la série, et ça va être intéressant de savoir comment ça va être géré, puisque comme ils sont partis sur une note un petit peu négative dans l'esprit des gens, et ça serait le bon moyen de comment dire, de donner un espèce de leg à la série, mine de rien, de la part d'HBO. Ça serait intéressant de savoir. J'ai pas l'impression qu'ils sont partis pour faire quoi que ce soit, mais bon. Alors, à noter que c'est pas le seul projet d'HBO pour poursuivre, je sais pas si on peut parler de franchise à ce stade-là, mais en tout cas pour continuer à étoffer cet univers, puisque Casey Bloys a évoqué un projet de série animée, alors encore à l'état embryonnaire, on n'en sait pas plus que ça pour le moment. Il a aussi précisé qu'il préférait la qualité à la quantité. Il y aura pas 10 spin-offs qui sortiront, mais évidemment, s'ils peuvent en faire plus d'un, ils le feront quand même. On se demande qui y vise. Et puis, des nouvelles de notre ami Martine aussi, pour terminer. Alors, les livres, où est-ce qu'on en est ? Le 5e tome est sorti en 2011. Il travaille toujours sur le 6e, The Winds of Winters. Et George Martin assure qu'il a beaucoup avancé l'année dernière, en 2020. On se demande pourquoi. Peut-être l'isolement, en tout cas c'est lui qui le dit dans une interview. Il dit aussi qu'il lui reste évidemment des centaines de pages à écrire pour que ce volet trouve une fin satisfaisante. Donc on va encore attendre un petit peu, mais il faut dire que c'est pas le seul projet sur lequel il travaille, puisque il a également été consultant sur un projet de jeu vidéo. L'annonce a été faite, des rumeurs plutôt en ont fait état en mars 2019. Ça a été confirmé quelques mois plus tard, et donc il collabore avec le créateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki. Pour un projet qui sortira, un jeu vidéo d'action RPG développé par From Software et édité par Bandai Namco, et qui devrait sortir, on l'espère, cette année. Il a reçu le Game Awards 2020 du jeu le plus attendu. Alors, pour te préciser, c'est le créateur de Dark Souls. Ouais, c'est quand même une très grosse franchise. Son nom ne dit pas forcément quelque chose, mais par contre, la franchise en soi, elle est connue, quoi. Ouais, pour le coup, il y a eu des images de Elden Ring. C'est une espèce de petit teaser très rapide, mais voilà. Ah bah oui, dans tout ça, je n'ai même pas dit le nom de ce jeu vidéo, Elden Ring, donc tu fais bien de le préciser. Et puis, dernière précision aussi, si vous l'ignoriez, George Martin travaille aussi sur une série d'anthologie de science-fiction qui s'appelle Wild Cards, une série d'anthologie de science-fiction uchronique de super-héros. Alors, il n'est pas tout seul sur ce projet, hein, c'est écrit en collaboration avec de nombreux auteurs depuis 1987, oui. Mais c'est lui qui l'édite et il y contribue également par ses textes. Oui, il y en a 30 déjà de publiés, des Wildcards. Absolument. Un petit mot pour terminer sur l'impact de la série dans la vraie vie. On en a touché 2 mots tout à l'heure, mais moi j'ai des chiffres un peu plus précis là-dessus. Les prénoms des personnages de la série qui ont inspiré de nombreux parents. Un chiffre, à votre avis, Oula. Combien est-ce qu'il y a d'Arya au Royaume-Uni ? Aucune idée. En Grande-Bretagne, on a 343 naissances en 2017. Arya est dans le top 20 des prénoms les plus donnés. Et dans le top 1000 en 2014, là c'est aux États-Unis, c'est Khaleesi, avec 466 petites Khaleesi qui sont nées, donc en s'imaginant être des blondinettes sympathiques. Et on dédie cette info à tous les gens René qui sont nés entre 80 et 82, parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait JR à la télévision, très populaire à l'époque. À noter que la France n'est pas en reste, puisque la première Khaleesi en France est née en 2013. Aujourd'hui, on en compte 77. On compte aussi 80 Daenerys. Et il n'y a pas que les patronymes qui ont été imités. Un des acteurs principaux, Peter Dinklage, celui qui joue Tyrion, a demandé aux fans d'arrêter d'acheter des huskies pour faire comme dans la série. Parce que les gens voulaient avoir les fameux werewolves, ces espèces de chiens-loups. Et le nombre de ces animaux, malheureusement, abandonnés en refuge, a explosé, plus 700% depuis 2011 en Grande-Bretagne, d'après l'association PETA. Donc, il a fait savoir aux gens qu'il fallait arrêter.
Et c'est sur cette note très positive que nous allons terminer. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ces 4 épisodes de notre collection consacrée à Game of Thrones. Merci Clémence. Merci Clémence. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour entamer une nouvelle collection. Sur quoi est-ce qu'elle portera ? Vous verrez bien. En attendant, à mardi prochain. Portez-vous bien.